Alcatraz, une prison construite sur une île entourée d'eau, est une prison où sont envoyés les criminels les plus dangereux. La prison la plus fortifiée et imprenable au monde. La prison a été témoin de nombreuses tentatives d'évasion, mais elles ont toutes échoué, sauf une qui a été surnommée la plus grande évasion de prison de tous les temps. L'évasion de prison a été méticuleusement planifiée et exécutée par un groupe d'individus hautement qualifiés. Il y a 61 ans, la plus grande évasion d'une prison a eu lieu. Elle a été décrite comme la plus grande en raison du mythe qui entourait cette prison fortifiée imprenable. La prison a été ouverte en 1934 et pendant 28 ans, personne n'avait jamais réussi à s'en échapper jusqu'en 1962. Un an plus tard, la prison a été fermée. Cela aurait pu avoir un impact sur la décision de fermeture, mais la prison a été fermée en raison des coûts élevés de gestion pénitentiaire. Le mythe de la prison était que la prison était construite sur une île entourée d'eau de mer glacée de tous les côtés, et elle était à presque 1,5 miles de la plage de San Francisco. Cela signifie que même si un prisonnier réussissait à s'échapper de la prison, il serait presque impossible de traverser la mer glacée, avec une température de l'eau oscillant autour de 53 degrés Fahrenheit, même en été. De plus, l'administration pénitentiaire et les gardiens répandaient des mythes afin d'effrayer les prisonniers et les empêcher même d'essayer de penser à une évasion. Par exemple, ils avaient l'habitude de dire aux prisonniers qu'il y avait des requins dans la mer. Donc si quelqu'un avait réussi à s'échapper et à nager dans cette eau froide, il serait définitivement un repas délicieux pour les requins. Ils avaient également dit aux prisonniers que les gardiens de prison étaient très habiles à viser et à tirer, et ils avaient l'ordre de tirer immédiatement sur tout prisonnier qui tentait de s'échapper. Bien que tout cela n'était que des mensonges, l'administration pénitentiaire continuait à répandre ces mythes et à les renforcer pour renforcer le mythe de la prison. À travers ces mensonges, l'administration pénitentiaire donnait un message implicite aux prisonniers qu'ils ne pourraient jamais sortir de prison avant la fin de leur peine. En raison de la haute sécurité de la prison d'Alcatraz, de nombreux criminels les plus dangereux y ont été placés afin de les faire arrêter de penser au monde extérieur. Parmi les noms connus qui étaient dans la prison d'Alcatraz se trouvait Al Capone, le célèbre chef de gang américain. Machine Gun Kelly est un gangster connu et l'un des criminels les plus dangereux. Et Victor Lustig, qui a vendu la Tour Eiffel 2 fois, y était aussi. Il était expert en fraude et en évasion de prison, et chaque fois qu'il le mettait en prison, il trouvait un moyen de s'en sortir. Alors, ils l'ont emmené à Alcatraz. Cette prison était la fin pour de nombreux criminels. Malgré tout cela, pensez-vous que les criminels resteraient calmes et paisibles sans tenter une évasion? Bien sûr que non. Pendant la période où Alcatraz était ouvert, 14 tentatives d'évasion ont eu lieu. Mais elles ont toutes échoué et les prisonniers sont soit retournés en prison, soit ont été tués. Sauf pour une tentative, qui est l'histoire d'aujourd'hui, l'évasion qui a détruit la réputation d'Alcatraz. Commençons d'abord par les prisonniers qui ont planifié et exécuté cette opération. Ils étaient 4 prisonniers. Le premier était Allen West, le deuxième était Frank Morris, et le troisième et quatrième étaient en fait des frères, John et Clarence Anglin. Si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire auparavant, vous diriez qu'il n'était que 3 à s'échapper de la prison d'Alcatraz, Frank Morris et les frères Anglin. Quant à Allen West, il y a eu un problème la nuit de l'évasion, et nous allons en parler plus tard. Gardez à l'esprit qu'Allen était celui qui avait suggéré l'idée de s'évader. Les 4 détenus avaient déjà tenté de s'évader auparavant, ce qui leur avait valu d'être emprisonnés. Ils avaient donc été transférés à la prison d'Alcatraz pour ne plus essayer de s'échapper. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Allen était celui qui avait proposé l'idée. Les prisonniers étaient assignés à des travaux à l'intérieur de la prison, comme le nettoyage, la menuiserie, les réparations et autres. Un jour, Allen West s'est vu confier la tâche de nettoyer le toit des cellules. Comme vous pouvez le voir, c'est l'espace au-dessus des cellules.
Pendant le nettoyage, Allen a remarqué qu'il y avait un trou de conduit de ventilation qui menait au toit du bâtiment. Et il n'était pas solide, car il n'était pas recouvert de béton comme les autres trous. Il y avait des barres d'acier, mais elles étaient faciles à couper ou à casser. Par conséquent, s'il parvenait à trouver un moyen de briser ou de couper les barres d'acier, ce serait un moyen de sortir de prison. Allen West est allé informer Frank Morris, qui était dans la cellule à côté de lui, et leur cellule était presque sous le trou de ventilation trouvé par Allen West. Frank Morris a commencé à faire un plan précis pour s'échapper. C'est vrai que c'était l'idée d'Allen, mais Morris était le cerveau du plan car il était le plus intelligent de tous. Selon les registres de la prison, Frank Morris a un QI de 133, ce qui signifie que c'est un homme très intelligent. Il n'a vraiment pas atteint le niveau du génie, mais son niveau de QI est considéré comme faisant partie des 2% supérieurs de la population mondiale. Frank Morris commença à élaborer le plan d'évasion. La première chose qu'il fit fut d'inviter les deux frères, John et Clarence Anglin, dont les cellules étaient voisines de la sienne, à se joindre à eux dans le plan d'évasion. Le fait que leurs cellules soient proches les unes des autres était l'un des principaux facteurs qui contribuaient à maintenir une communication constante entre eux. Le seul moyen d'atteindre ce trou du conduit de ventilation qui avait été découvert par Allen West était par un passage derrière leurs cellules. C'est-à-dire que, derrière leurs cellules, il y avait des passages pour les conduits sanitaires. Ainsi, ils devaient d'abord sortir de leurs cellules et accéder à ce passage. Puis, ils pourraient facilement monter ces conduits pour atteindre le trou de ventilation, couper les barreaux d'acier et ils seraient sur le toit de la prison. La question était, comment pourraient-ils sortir de leurs cellules? Dans chaque cellule, il y avait une petite ouverture de ventilation, mais elle était si petite que personne ne pouvait y passer. Cependant, Frank Morris, qui devint le chef des opérations et le cerveau du plan, remarqua que les longues années sans réparation avaient affaibli les murs de la prison, en plus de l'eau de mer salée qui les avait affectés. Par conséquent, il était facile de creuser dans les murs, mais ils avaient besoin d'outils pour creuser. Ils avaient réussi à obtenir des cuillères, avec lesquelles ils creusaient jour après jour. Comme vous pouvez l'imaginer, il leur fallut des mois pour élargir les ouvertures afin de pouvoir y passer facilement. Pendant le processus de creusement, aucun des gardiens ne devait les voir ni les entendre. Ils devaient garder leur travail secret. On raconte qu'ils travaillaient pendant que les détenus jouaient de leurs instruments de musique. Chaque soir, les détenus étaient autorisés à jouer de leurs instruments pendant 1 heure. Ainsi, on pensait qu'ils travaillaient probablement pendant cette période, profitant du bruit fort produit par les instruments pour passer inaperçus. De plus, il y avait parfois des travaux d'entretien à l'intérieur de la prison qui faisaient du bruit, alors ils commençaient à creuser immédiatement. Les 4 détenus creusaient chaque fois qu'ils sentaient qu'ils étaient hors de la vue des gardiens. Et ils désignaient aussi l'un d'entre eux pour surveiller le couloir, afin de voir si un gardien arrivait ou non. En raison du grand nombre de gardiens dans la prison d'Alcatraz, elle avait le plus grand nombre de gardiens, plus que toute autre prison aux États-Unis. Les gardiens de la prison faisaient un comptage soudain de tous les prisonniers à n'importe quel moment. De plus, les autres détenus qui étaient dans les cellules voisines connaissaient le plan d'évasion. Ils pouvaient les voir creuser les ouvertures de ventilation, mais personne ne les avait dénoncés. Au contraire, ils les aidaient. Selon le rapport du FBI, le nombre de détenus qui connaissaient le plan d'évasion était d'environ 80, et aucun d'entre eux n'en a parlé. Ce nombre représentait presque la moitié des prisonniers qui étaient à Alcatraz. Pendant le processus de creusement, ils devaient cacher les ouvertures. Alors ils ont fabriqué des planches en carton dans l'atelier de la prison, les ont peintes de la même couleur que les murs de leurs cellules, et les ont placées sur les ouvertures en utilisant un peu de ciment. Ils plaçaient aussi certains de leurs objets devant le trou, comme leurs instruments, leurs vêtements ou n'importe quoi d'autre pour garder le trou invisible aux gardiens. Finalement, après plusieurs mois de travail, ils ont réussi à rendre les ouvertures adaptées
à leur forme corporelle. Mais le processus de creusement n'était que la première partie du plan. Leur but n'était pas seulement de trouver un moyen de sortir de la prison. Ils visaient aussi à sortir de l'île, et c'était la partie la plus difficile. Voyant qu'ils devaient traverser la mer, ils devaient trouver un moyen de fabriquer un bateau par tous les moyens possibles. À cette époque, dans l'un des magazines de mécanique qui étaient dans la prison, ils ont trouvé un article qui montrait comment fabriquer un bateau en caoutchouc et des gilets de sauvetage en utilisant des imperméables, qui étaient abondants à l'intérieur de la prison. Alors, ils ont commencé à les collecter et à les voler partout dans la prison, et les autres détenus les aidaient. Ils avaient réussi à obtenir 50 imperméables, mais le problème était où les stocker et où travailler sur les bateaux en caoutchouc et les gilets de sauvetage. Ils avaient besoin d'un espace comme un atelier. Le seul espace qu'ils ont trouvé était sur le toit de leur cellule, l'endroit où Allen West avait découvert l'ouverture du conduit de ventilation. Mais il y avait un autre problème. Cet endroit était visible pour les gardiens, et il y avait toujours des gardiens là qui surveillaient les détenus faisant le travail de prison. Allen West, sur instruction de Frank, le cerveau, a fait une astuce très intelligente, et cela pourrait être l'astuce la plus importante de toute l'opération d'évasion. Allen West était chargé de nettoyer constamment cette zone au-dessus des cellules, alors il a réussi à convaincre les gardiens d'attacher des couvertures et des draps à ces barreaux d'espace pour que la poussière ne descende pas pendant le nettoyage. Il continuait même à jeter de la poussière pour leur montrer que c'était un gros problème et devait être résolu en couvrant les barreaux. Le plan a fonctionné et les gardiens lui ont permis d'attacher des couvertures et des draps sur les barreaux. Alors ils ont obtenu un très bel espace, couvert et hors de la vue des gardiens, qu'ils pouvaient utiliser comme atelier. C'était absolument une erreur de sécurité extrêmement fatale. C'était un scandale pour la prison d'Alcatraz, qui est censée être l'une des prisons les plus fortifiées et sécurisées au monde. C'était tellement honteux que cet incident n'a pas été mentionné dans les rapports primaires, et il n'est apparu qu'en 1990, c'est-à-dire 20 ans après l'incident. Les couvertures et les draps sont restés attachés aux barreaux couvrant l'espace pendant 2 mois. Pendant cette période, nos gars se relayaient pour monter dans cette zone et travailler à la fabrication du bateau en caoutchouc, des gilets de sauvetage et à la coupe des tiges sur l'ouverture du conduit de ventilation. Ils avaient littéralement transformé la zone en atelier en apportant tous les outils dont ils avaient besoin. Le seul problème auquel ils faisaient face était leur absence de leurs cellules. Les gardiens vérifiaient les détenus soudainement, et si l'un d'eux travaillait et qu'un gardien venait à l'improviste dans sa cellule et ne le trouvait pas, le plan échouerait définitivement. Pour cette raison, ils ont fabriqué des fausses têtes pour faire croire aux gardiens qu'ils dormaient. Tout leur travail était fait la nuit, alors ils mettaient les fausses têtes sur leurs oreillers et les couvraient avec leur couverture. Quand le gardien venait vérifier, il voyait clairement une tête sur l'oreiller et passait immédiatement à la cellule suivante. Et ce sont des images réelles des fausses têtes qui sont toujours conservées dans les archives de la prison. La question est, comment ont-ils fabriqué les têtes? Où ont-ils obtenu les matériaux? En fait, tous les matériaux étaient dans leurs cellules. Tout ce dont ils avaient besoin était un peu de savon avec la poussière de ciment qu'ils avaient obtenue du processus de creusement. Ils ont apporté du papier toilette, de la pâte et des colorants qu'ils ont obtenus de l'atelier de la prison. Ils ont tout mélangé et ont réussi à faire des fausses têtes. Mais la seule partie qui était difficile à imiter était les cheveux. Clarence Anglin, l'un des 2 frères qui travaillaient au salon de coiffure de la prison, est celui qui a apporté des cheveux pour faire les fausses têtes. Chaque fois, il apportait des quantités de cheveux de prisonniers jusqu'à ce qu'ils aient assez de cheveux pour toutes les fausses têtes. C'était la façon dont ils montaient chaque nuit et travaillaient à tour de rôle dans leur atelier secret. Après 2 mois de travail sur le bateau en caoutchouc et les gilets de sauvetage, le jour J est enfin arrivé. La plus grande évasion de prison a eu lieu dans la nuit du 11 juin
1962. C'est l'heure de dormir. Les lumières de la prison ont été éteintes à 21h30. Les 4 détenus ont commencé à exécuter leur plan d'évasion. Chacun d'eux a mis la fausse tête qu'il avait sur son lit et l'a couverte avec sa couverture. Ils ont ouvert les ouvertures de ventilation qu'ils avaient creusées pendant les derniers mois et sont allés dans le corridor arrière de leur cellule, qui les mènerait à leur atelier, puis à l'ouverture du conduit de ventilation par laquelle ils iraient pour atteindre le toit de la prison. Cependant, seuls 3 d'entre eux ont réussi à sortir des cellules. Allen ne pouvait pas ouvrir son ouverture de ventilation. Apparemment, il avait trop utilisé de ciment pour couvrir le trou, et il s'était durci, rétrécissant le trou, et il n'était pas facile de creuser à nouveau. Les 3 autres hommes lui ont dit qu'ils continueraient d'avancer et qu'il devait essayer de les suivre dès que possible. Allen a continué d'essayer d'élargir l'ouverture, pendant que les autres continuaient d'avancer. La première chose qu'ils ont faite a été de préparer le bateau en caoutchouc et les gilets de sauvetage. Puis, ils ont retiré les barres d'acier qui étaient à l'ouverture du conduit de ventilation. Au moment où ils ont terminé leurs préparatifs, Allen n'avait toujours pas réussi à sortir de sa cellule. Par conséquent, ils ont décidé de le laisser derrière. Ils avaient convenu auparavant que si quelque chose arrivait à l'un d'entre eux, les autres continueraient sans lui. Eh bien, les 3 autres hommes, Frank Morris et les frères Anglin, ont réussi à atteindre le toit de la prison et ils se sont faufilés silencieusement jusqu'à ce qu'ils atteignent les murs de la prison, qui n'étaient que des clôtures. Ils les ont coupés facilement et sont allés à la plage. À la plage, ils ont pu gonfler leur bateau en utilisant un instrument qui appartenait à Frank Morris. Ils l'avaient déjà modifié pour ne faire aucun bruit, mais seulement de l'air. À 7 heures du matin, la cloche du réveil a sonné dans la prison, et le comptage habituel du matin des prisonniers a commencé. Chaque détenu devait se tenir debout dans sa cellule. Quand les gardiens sont arrivés à la cellule de Frank Morris, ils ont commencé à l'appeler 3 fois. Puis, un gardien a mis sa main pour bouger sa tête, et il a été choqué quand la tête est tombée et a roulé devant lui sur le sol. Immédiatement, le directeur de la prison a été informé, et les sirènes ont fonctionné. Ensuite, une grande opération de recherche a été menée. Les autorités ont été informées, et une grande équipe du FBI est venue aider dans le processus de recherche et d'enquête. Le premier à être interrogé était Allen, car ils ont vu l'ouverture dans sa cellule. Donc, il ne pouvait rien cacher. Il était clair qu'il était l'un des détenus qui planifiait de s'échapper. Pendant l'interrogatoire, Allen était apparemment coopératif, car il n'avait pas d'autre option, mais on pense qu'il a caché certaines des informations qu'il connaissait pour les empêcher de savoir ce que leurs amis feraient après avoir atteint la plage à San Francisco. Les gardiens d'Alcatraz ont inspecté toute l'île et n'ont trouvé aucune trace d'eux, ce qui confirme qu'ils sont entrés dans la mer sur leur bateau. Les autorités et le FBI, utilisant leur propre bateau, ont fait une inspection complète de toutes les zones entourant l'île pendant que les officiers interrogeaient les détenus. Mais aucun d'entre eux ne voulait parler ou donner des informations utiles. Le processus de recherche s'est élargi progressivement et il a été considéré comme l'un des plus grands processus de recherche qui ait jamais été mené par le FBI. Les 3 détenus avaient disparu. Aucune trace d'eux n'a été trouvée jusqu'à maintenant. En effet, l'évasion complexe d'Alcatraz a réussi. Bien sûr, l'enquête ne s'est pas arrêtée et a duré de nombreuses années. Le FBI a continué d'enquêter sur cette affaire pendant 15 ans, puis ils l'ont transmise à la police locale. L'enquête du FBI s'est officiellement terminée avec le fait que ces 3 détenus s'étaient noyés dans la mer. Mais était-ce une vraie conclusion ou juste pour sauver la face? La preuve la plus importante qu'ils utilisaient pour soutenir cette théorie qui a été trouvée après les recherches étaient des sacs qui étaient faits des mêmes matériaux utilisés pour faire les imperméables que les détenus évadés avaient utilisés pour faire leurs bateaux en caoutchouc et leurs gilets de sauvetage. Au fait, ils ont trouvé les gilets de sauvetage, mais n'ont pas trouvé le bateau. À l'intérieur des sacs qui ont été trouvés,
il y avait des photos et des lettres qui appartenaient apparemment aux frères Anglin. C'étaient des photos d'eux et de leur famille, et des lettres qu'ils écrivaient à leur famille en prison. Le contenu des sacs semblait précieux pour les frères, et ils ne les auraient pas perdus facilement à moins qu'ils ne soient morts au milieu de la mer, ce qui est considéré comme une preuve concluante de leur noyade. Mais en même temps, de nombreux experts ne sont pas d'accord avec cette théorie, disant qu'il est impossible qu'aucun des 3 corps n'ait flotté sur la mer ou n'ait été trouvé pendant les recherches approfondies, donc cela semblait illogique pour beaucoup d'experts. Il y avait apparemment une photo célèbre des 2 frères qui est apparue en 1975, et on disait que la photo avait été prise au Brésil, ce qui signifie qu'après leur évasion, ils sont allés au Brésil et y ont vécu. Mais cette photo n'est pas non plus certaine d'être vraiment la leur ou non. Rien n'est certain. On disait aussi que la mère des 2 frères recevait souvent un bouquet de roses d'une source inconnue. De plus, en 2013, on dit qu'il y avait une lettre envoyée au FBI, dans laquelle quelqu'un prétendant être John Anglin, l'un des 2 frères, disait qu'il s'était vraiment échappé de la prison d'Alcatraz avec 2 autres détenus, mais qu'il est actuellement dans une mauvaise situation, vieillissant. Il a 83 ans et souffre d'un cancer, et il est prêt à se rendre en échange d'un traitement. Il y a eu beaucoup d'événements, de théories et d'explications sur ce qui s'est passé après l'évasion de la prison d'Alcatraz, mais rien n'était sûr jusqu'à maintenant.